tout le monde se... Alors, les collègues du service du livret de la lecture arrivent. Je souhaitais excuser l'absence d'Alexis Lorca, que certains d'entre vous ont peut-être vu ce matin à la table ronde, qui a eu un empêchement et qui devait revenir, mais qui est coincé à un rendez-vous. Donc c'est l'occasion de remercier encore une fois la ville de Montreuil et Est ensemble, et d'excuser l'absence d'Alexis. Nicolas, vous voulez prendre la parole en premier? C'est comme vous voulez. Non, et en fait, c'est comme Alexis. Voilà, il vient de le savoir. Non, je vais... Ouais, j'y vais. Je vais conclure du côté de l'ABF. Donc, avec les collègues du bureau éparpillés, c'est une fin de congrès, tout le monde a chaud. Tout s'est éparpillé. Il est temps de conclure ce 70e congrès, un congrès chaleureux dans tous les sens du terme, car beaucoup de monde, un congrès avec des moments touchants et émouvants, stimulants, des découvertes, des rencontres, des retrouvailles de tous les coins de France. Ce moment de rencontre annuel est un moment fort de l'association, mais aussi toujours un temps de réflexion dont on ressort avec des idées, des contacts, des goodies et des interrogations, et souvent beaucoup d'enthousiasme. Prenons le temps aussi d'apprécier de ne pas toujours être d'accord et accueillons ces opinions divergentes. La démocratie, c'est les débats. Le débat est sain tant qu'il a lieu dans le respect. On peut accepter, dans un contexte politique, social et environnemental angoissant, d'être questionné sur nos manières d'agir et de faire. Et il n'y a pas de réponse magique, tant les territoires, les contextes et les situations sont divers et mouvants. Prenons le temps et la distance nécessaires à la réflexion. Pensons public, toujours et avant tout, et, sans nier les difficultés, apprécions de faire un métier assez formidable avec des publics qui viennent dans nos services avec plaisir, heureux d'y venir et de trouver nos lieux ouverts. Durant ces 3 jours, nous avons eu la volonté de ne pas gommer les nuances. Il faut qu'il soit encore possible dans nos espaces professionnels et nos établissements de faire côtoyer les idées de façon bienveillante. Avec la diversité de tout ce qui a été abordé, des contenus, des regards, des échanges animés, à nous de nous approprier ces espaces de débat critique. Nous sommes désormais nourris d'idées, les pistes de travail sont nombreuses, à nous de jouer. Un congrès au cours duquel on n'est pas toujours d'accord, tout en reconnaissant qu'on s'aime tous, malgré tout, beaucoup, c'est un congrès parfait pour un congrès dédié à Christian Massot. Du côté de l'ABF, on continue le travail. Adhérez, suivez-nous, aidez-nous. On se donne rendez-vous l'année prochaine à Rennes. Maintenant, on a l'habitude des petites annonces en fin de congrès, hein, vous attendez. Donc, l'année prochaine à Rennes, du 17 au 19 juin, et nous aborderons les questions d'accueil et d'hospitalité. Je vais laisser la parole à Nicolas Georges. Ensuite, vous pourrez rencontrer et faire dédicacer Thomas Durand. Et ensuite, on a un petit cocktail d'anniversaire parce que n'oublions pas que c'est quand même le 70e anniversaire de ce temps fort de l'association. Merci à tous. Alors, Madame la Présidente, chers membres du bureau, chers amis, chers collègues, je n'oublie pas que j'ai fait votre métier à un certain âge de ma carrière. Je ne sais pas s'il y a encore des élus dans cette salle, mais s'il y a des élus, il n'y en a pas, tant pis, je les salue quand même, parce qu'il faut saluer les élus, en particulier pour ces bibliothèques municipales, qui sont vraiment la force, qui font aussi avec vous, professionnels, la force de ce réseau. Mesdames et messieurs, vous avez parlé d'accueil et d'hospitalité. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier de directeur et je me félicite d'avoir reçu toujours un accueil hospitalier au Congrès et puis dans les territoires qui sont les nôtres, où je me déplace régulièrement. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier de directeur d'administration centrale, qui est un métier souvent ingrat, où la divergence d'opinion n'est pas acceptable. Vous savez, on doit
en tout cas aller dans le sens qui est celui du gouvernement et de l'autorité, la capacité à dialoguer avec les professionnels que vous êtes. Le plus souvent, j'essaye de le faire en dehors de Paris. Ça aussi, c'est une chance que j'ai, au plus près des professionnels et des territoires, et qui rend ce métier et ses fonctions si attachantes. Alors, ce discours aurait dû être prononcé, je ne pense pas qu'elle aurait dit ce que je viens de dire, mais elle l'aurait dit d'une autre façon. Ce discours aurait dû être prononcé par la ministre de la Culture, qui est maire aussi. Alors, elle aspire à plus, en effet. Mais enfin, elle est maire d'arrondissement, elle connaît ces questions-là. Mais je crois qu'elle aurait eu à cœur de vous donner un certain nombre de perspectives plus politiques que celles que je vous donnerai. Je parlerai de façon peut-être plus professionnelle. Et les calendriers des ministres étant ce qu'ils sont, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc, je vais essayer de la représenter le plus dignement possible et de la façon la plus intéressante, je l'espère, pour vous, avec les quelques mots d'allocution qu'il me revient de vous donner, de vous faire. Vous avez un congrès aujourd'hui qui était centré sur une question délicate. C'est une question qui se pose d'ailleurs dans le service et la direction que j'anime, aussi bien chez vous. Cette question de l'esprit critique, de la liberté d'expression, de la manière dont on peut traduire ses opinions, et puis dans tout le secteur économique qui est aussi le mien, puisque j'accompagne la filière économique, les éditeurs, les auteurs, et il y avait l'année dernière le congrès des libraires, les assises de la librairie tous les 2 ans, avec beaucoup de monde comme chez vous, et ce sont aussi des questions qui ont été relativement centrales et agitées pour les médiateurs que sont les libraires. Et donc je ne m'étonne pas aujourd'hui que cette problématique vienne au premier rang de vos préoccupations, et je vais commencer en tout cas mon allocution par cette problématique-là. Par leur implantation dans tous les territoires, les bibliothèques sont exposées en première ligne aux difficultés, aux soubresauts, de plus en plus, de notre société. Plusieurs d'entre elles ont été récemment encore la cible d'incendies, de destructions dans les quartiers sensibles, mais pas seulement. Dernière manifestation violente que nous avons connue nous montrait que désormais les choses se passent en dehors de ces fameux quartiers, dans toutes sortes de communes moyennes ou grandes, lors d'émeutes en réaction à des opérations de police en général et de lutte contre souvent le trafic de drogue. Certaines bibliothèques sont directement confrontées à ces difficultés, parfois ces trafics, à leurs abords immédiats, lorsqu'elles sont dans les quartiers, et parfois dans leurs locaux mêmes. J'ai la tradition de dire à mon cabinet qu'il est bien triste, évidemment, comme le regrettait Victor Hugo, de voir des bibliothèques détruites, incendiées. Mais si ces bibliothèques sont détruites et incendiées, c'est précisément parce que ce sont des équipements publics, mais aussi des équipements culturels, qui sont au front des difficultés de notre société. Elles font parfois partie des derniers équipements publics à être là où la population souffre et a des difficultés. Et ça n'est pas pour rien, en tout cas, qu'on incendie, à côté d'un commissariat, une bibliothèque. Ces bibliothèques se veulent et sont des havres de paix, de vie en communauté. Elles ne peuvent pas rester totalement à l'écart de la polarisation de notre société et de ses opinions. Nous savons la difficulté que certains d'entre vous peuvent rencontrer à faire vivre le pluralisme des opinions, qui reste central dans nos démocraties, aujourd'hui bien affaiblies dans le monde, dans leur politique documentaire ou dans leur programmation culturelle. La promotion d'un débat pluraliste, et nous l'espérons apaisé, même s'il est animé, se heurte aussi parfois à la désinformation, à ces entreprises, à la remise en cause des acquis de la raison et de la science. Cette promotion d'un débat pluraliste, respectueux des différents courants de pensée, suppose que les bibliothécaires demeurent ce qu'ils sont, des médiateurs, bien entendu, de ce débat, des animateurs de leur raison
fondamentale d'exister, celle de l'information, de sa qualité, de son tri et de sa mise à disposition, mais également des agents publics. Et le travail des agents publics, des équipements publics, le service public, répond, depuis précisément la création de notre régime républicain et démocratique, à un certain nombre de grandes lois. Et ces lois, il y en a certaines qui sont importantes pour le débat d'aujourd'hui, notamment l'obligation de neutralité. Plusieurs tables rondes ont eu l'occasion de revenir sur cette question cruciale pour la légitimité des bibliothèques aux yeux de nos concitoyens. Cette neutralité est une valeur républicaine protégée par la Constitution, indissociable de notre régime. C'est une obligation qui nous est faite. Et lorsque je plaisantais tout à l'heure, c'était précisément une plaisanterie parce que dans mes fonctions, je la respecte. Et le statut de la fonction publique et la loi qui fait statut portent ces valeurs comme des valeurs d'intérêt général. Nous avons récemment et collectivement mis sur les fonds baptismaux, fait voter à l'unanimité un texte législatif, une loi sur les bibliothèques, que nous devons à Sylvie Robert. Nous parlions de Rennes tout à l'heure, donc nous sommes en terre bretonne. La bibliothèque, rappelle cette loi, est un service public. Elle doit inscrire son action dans les règles du service public et dans ses grands principes. Elle ne saurait être le lieu d'expression des engagements personnels de ceux qui veillent à ses destinées, qu'il s'agisse des politiciens, qui sont ceux de vos communes, mais également des professionnels. Des professionnels qui souhaiteraient faire des bibliothèques des lieux trop partisans, en quelque sorte, mettraient en danger l'image même de ces services publics auprès de nos concitoyens. C'est un risque important. Notre ministère sera à vos côtés, et notamment parce qu'à la DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles, nous nous occupons de la régulation de la presse et des débats d'opinion qui sont au centre de nos missions également. Donc le ministère sera à vos côtés pour réfléchir à ces questions, bien entendu, et puis mener des travaux de réflexion opérationnels, pas seulement académiques, sur ce que signifient, eh bien, ma foi, ces attaques de nos équipements, la manière d'y répondre, et la manière d'y répondre en faisant débat et en mettant le débat au centre de nos engagements. Mon service, ma direction, dans les mois à venir, mènera un travail de partage d'expérience avec vous qui permettra à ceux d'entre vous, à celles d'entre vous qui le souhaitent, d'échanger sur des situations aiguës que vous rencontrez au quotidien pour que notre réseau soit aussi un réseau d'entraide et de soutien dans les cas les plus aigus que vous pourrez rencontrer. Face à ces enjeux de débat public, de polarisation d'opinion, il y a sans doute plusieurs réponses à apporter. En premier lieu, peut-être parce que nous sommes une profession, je ne sais pas si Dominique Lahari est là, mais il a beaucoup réfléchi sur cette notion de profession pour en souligner les avantages du métier. Et moi aussi, j'ai exercé ce métier, je sais ce que ça veut dire, parfois aussi les limites, mais enfin, nous sommes une profession et le nerf de la guerre, ce sont les professionnels, ce sont vous, et c'est la formation. Nous avons engagé, il y a plusieurs années, et vous en avez été partenaire, un débat sur, en quelque sorte, l'aggiornamento de nos professions, la manière dont nos professions peuvent précisément répondre de plus en plus à ces enjeux nouveaux, à ceux que la société attend de voir traités. Nous poursuivrons ce travail. Nous sommes en train notamment de revoir un certain nombre de statuts professionnels, des catégories C, des catégories B, parce qu'ils étaient totalement obsolètes, et nous réfléchissons à ces questions. Et nous poursuivrons ce travail avec votre aide pour renforcer l'attractivité de nos métiers, améliorer la formation initiale et continue, qui est au centre, évidemment, de ces préoccupations. Il faut ensuite essayer de participer, de contribuer, et ce vaste réseau que vous animez peut le faire efficacement et utilement, travailler à reconquérir les esprits, à éclairer la population le plus possible, et en partant de la jeunesse, de notre jeunesse. Éclairer les esprits, je l'ai dit, diffuser, classer l'information. Cela a toujours été le premier rôle fondamental des bibliothèques. Nous aurons peut-être à revenir
dans les semaines, dans les mois qui viennent, à un rôle historique que la bibliothèque porte dans sa dénomination même, celui qui est la promotion de la lecture et de la reconquête d'un temps long, utile à la réflexion, au débat personnel et interne, qui n'est évidemment pas incompatible avec la notion de loisir, qui est aussi au cœur de vos préoccupations, et que nous avons peut-être mis un peu derrière nous ces dernières années, face à la pluralité, en tout cas, d'activités qui ont été une conquête des dernières années de vos équipements. Je voulais, de ce point de vue-là, vous remercier pour l'engagement de vos établissements et des collectivités dans notre combat commun pour que nos bibliothèques soient un fer de lance de la reconquête de ces publics et de la promotion de la lecture, qui va être au centre, encore une fois, des préoccupations de ce ministère, celui de l'Éducation nationale, notamment auprès des jeunes. Je remercie en particulier pour votre implication dans notre fête nationale, en tout cas ce que je souhaite être désormais pour longtemps notre fête nationale, les Billes en Folie, qui aura lieu cette année les 3, 4 et 5 octobre, et où nous essaierons précisément de parler de ces débats d'opinion. Pour cette deuxième édition, une journée supplémentaire est prévue le vendredi. Elle permettra notamment d'accueillir les scolaires. Nous travaillons activement par ailleurs à faire de cette initiative française une initiative européenne qui nous permette de dialoguer avec les États de l'Union européenne, là en particulier sur nos franges orientales, où ces questions de débat libre, de débat public, sont absolument centrales dans la géopolitique contemporaine. Vous avez également pris des dispositions ces dernières semaines, et dans des délais compliqués dont je voudrais m'excuser, pour permettre le lancement d'une opération que je souhaite plus pérenne, lancée par le ministère de l'Éducation nationale cet été, je lis, pour les jeunes. Le ministère de la Culture le porte avec Madame Borne, qui a lancé cette opération il y a quelques jours. C'est une première opération, ça n'est pas une nouveauté, cette tradition de travail avec les écoles de votre côté. Nous souhaitons un peu renouer ce lien fondamental entre éducation et bibliothèque à travers une opération comme celle-là. Et notre ministre devrait annoncer dans les prochaines semaines d'autres initiatives en faveur de la lecture des enfants et des jeunes. Il reste d'autres chantiers, bien entendu. Celui de la fréquentation des bibliothèques a repris une courbe ascendante. Une fois la crise sanitaire passée, 100 millions de visites sont estimées en 2024. Le travail de refonte de notre enquête annuelle sur l'activité des bibliothèques va permettre de consolider cette donnée importante pour montrer aux politiques l'attrait que constituent ces lieux et votre travail, et en proposant dès l'automne 2025 aux bibliothèques ne disposant pas de compteur une méthode pour prendre en compte leurs données. La dynamique d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques a ralenti grâce à un effort de plus de 77 millions d'euros depuis 2016. 1000 bibliothèques ont étendu leurs horaires d'ouverture depuis cette date. Seulement 5% sont ouvertes le dimanche. Toujours avec l'accompagnement de l'État, des progrès sont encore à réaliser pour rendre nos lieux encore plus attractifs en direction de tous les publics, en particulier des familles. Et puis, vous savez aussi l'investissement du gouvernement pour la création d'un service numérique national du livre accessible et adapté en direction des personnes handicapées qui devrait ouvrir en 2027. Et ce nouvel outil, dont la réalisation est confiée à la BNF, changera la vie, nous l'espérons, de millions de nos concitoyens. Et là aussi, il s'agit d'une opportunité pour les services que vous représentez en matière d'accueil et d'orientation des publics vis-à-vis de ce nouveau service national. Nous comptons sur vous. Ces efforts se font dans un contexte de difficultés financières croissantes auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales et l'État, et qui pourront peser, qui peuvent peut-être déjà peser sur vos budgets d'acquisition, sur vos recrutements, sur vos moyens de fonctionnement. Évidemment, nous ne l'ignorons pas. Je voudrais redire que les bibliothèques restent la principale dépense des collectivités territoriales. Notre département de la statistique au ministère publie régulièrement une étude tout à fait, non pas secrète, mais inconnue, et qui mériterait d'être davantage connue, sur les dépenses des collectivités territoriales en matière de culture, à partir d'une analyse extrêmement fouillée de leurs comptes. Et en 2025, la synthèse que j'ai reçue il y a peu de temps montrait quelles étaient la première dépense du bloc communal, commune, intercommunalité, de loin.
Et puis la troisième dépense de nos départements derrière les archives et le patrimoine culturel. Donc, un service culturel qui reste un des plus soutenus de la part de nos collectivités. Ce contexte devra peut-être de réduction, en tout cas, nous encourager à renforcer les mutualisations possibles au niveau intercommunal, départemental, voire peut-être national. L'État, de son côté, a maintenu et même accru son effort pour soutenir vos équipements, vos collectivités dans ce contexte. Notre concours particulier, la fameuse DGD, concours au sein de la dotation générale de décentralisation, est passé de 88 millions en 2023 à 95 millions en 2024. Et ce montant est reconduit en 2025. J'espère qu'il le sera maintenu également en 2026. Et puis le plan qu'a lancé Mme Dati, elle aurait parlé de ce plan mieux que moi, en direction des territoires ruraux, des territoires excentrés, prévoit un renforcement de l'aide apportée à nos bibliothèques départementales dont la loi Robert avait rappelé le caractère fondamental et la mission relevant des départements. J'ai l'occasion de le rappeler régulièrement d'ailleurs aux présidents de conseils départementaux qui n'en sont pas toujours conscients. 1,8 million supplémentaires en 2024 et 2025 ont été mis sur la table par l'État pour les contrats avec les départements en direction des zones les plus excentrées. Fin 2024, 70 contrats départementaux avaient été signés et d'ici 2026, nous devrions avoir contractualisé avec l'ensemble des départements et, au même titre que l'ABF, l'Association des collègues des départements de France, est une structure essentielle pour nous et dynamique de travail collectif. Alors, à l'heure de clôturer ce congrès qui a été très réussi, en tout cas je m'en félicite pour cet anniversaire, je terminerai cette allocution par des encouragements. La France a besoin de bibliothèques fortes, une profession fière d'elle-même, de ses acquis, consciente de l'importance de son rôle. Je souhaiterais, comme directeur, vous remercier chaleureusement pour votre engagement professionnel et associatif et pour le plaisir que nous autres, à l'État, nous avons à travailler avec vous. Nous savons pouvoir compter sur votre savoir-faire et votre mobilisation dans les années à venir qui vont sans doute être difficiles pour notre pays et pour nos activités. Je suis convaincu que la qualité du dialogue entre l'État et les collectivités, qui est absolument centrale dans notre travail, entre services et associations, nous permettra de travailler ensemble à développer encore plus ce réseau et à faire vivre la lecture publique pour les bienfaits de notre population qui en a bien besoin aujourd'hui. Donc longue vie à l'ABF, longue vie au Congrès et longue vie aux bibliothèques. Merci. Conclusion très pratique. Donc pour les dédicaces, encore un temps ici où Thomas Durand est disponible dans la salle. Et puis ensuite, on se rejoint sur le stand de l'ABF. Je cherche une confirmation, oui. Pour le cocktail de clôture, merci encore à tous et à toutes d'avoir été présents ces 3 jours.